En gros, parce que certains disent qu'il faut faire l'Europe, parce que vous vous rendez compte, hein, le Sud. Et puis d'autres disent, mais non, il faut faire l'Union pour la Méditerranée. Alors où est la stratégie? Tout ça est une confusion totale. Et puis je terminerai, peut-être par le plus drôle, l'Internationale socialiste. La dernière réunion, il y a eu M. Pierre Mauroy qui est allé assurer le Chili, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Pakistan, l'Égypte, la Mongolie, du soutien des socialistes français qui font prévaloir la solidarité de l'Internationale socialiste avant toute autre chose. On se moque de vous. C'est la quatrième impasse. La géopolitique condamne à terme la construction européenne parce que le monde ne devient pas du tout multipolaire. Il se transforme en une imbrication de nations de plus en plus nombreuses, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui se regroupent dans des ensembles différents selon les sujets. Ben voilà, c'est comme vous. Là, vous êtes ce soir en train de m'écouter, et puis demain, vous serez avec votre famille, ou avec vos collègues de travail, et puis ça change. Contrairement à ce qu'assure la propagande constante, les États européens n'ont pas les mêmes intérêts géopolitiques. D'ailleurs, ils participent séparément à des organisations concurrentes et contradictoires avec la solidarité européenne. Par exemple, la France entretient la francophonie et a fait entrer le Vietnam. Je peux vous assurer, pour être allé au Vietnam, qu'il n'y a pas plus de quelques milliers de personnes qui parlent encore le français. Ce sont les gens de plus de 80 ans. Et ils le parlent d'ailleurs très mal. En revanche, il y a un pays que je connais bien, où il y a énormément de gens qui parlent le français. C'est l'Angleterre. Parce que tous les Anglais parlent le français, c'est la première langue obligatoire qui est apprise par tous les écoliers. Donc normalement, nous devrions faire entrer l'Angleterre dans la francophonie. Pourquoi ne le fait-on pas? Parce qu'il y a des arrière-pensées géopolitiques, d'ailleurs bien naturelles. De la même façon que les Anglais ne nous font pas entrer dans le Commonwealth. La conclusion, c'est un proverbe gabonais que j'aime bien. Le mensonge est bien mauvais, car le menteur lui-même ne l'aime pas. Ils vous mentent, et ils savent qu'ils vous mentent. J'ai participé à suffisamment de voyages avec plusieurs présidents de la République française pour vous assurer qu'ils passent leur temps à signer des protocoles de partenariat éternel avec le Japon, la Chine, le Brésil, l'Argentine. Alors ça veut dire quoi? Les protestations de solidarité qui arrivent une fois tous les 5 ans au moment des européennes avec les Estoniens ou les Lettons. Là, on fait une toute petite pause technique parce qu'il y a 1 heure qui est passée, donc il faut changer la cassette. Nous en arrivons maintenant à la 5e impasse, l'impasse industrielle. Les européistes nous assurent que la construction européenne permettrait de faire naître des géants industriels seuls de taille viable dans le monde multipolaire de la mondialisation. En d'autres termes, vous êtes contre l'Europe, cher ami, vous n'avez rien compris, la France est pourquoi trop petite. Vous voyez, les entreprises françaises passent au monde face aux Chinois à l'abandon. Vous n'avez jamais entendu cet argument? C'est un argument qui est utilisé sans cesse. Le problème, c'est qu'il est entièrement faux. Figurez-vous, par exemple, que l'un des plus grands fabricants de téléphones portables, c'est le Suédois Ericsson. Eh bien, le fabricant de téléphones portables, Ericsson, suédois, a fait une alliance avec le fabricant Sony, japonais, pendant
que Nokia, qui est le fabricant de téléphones finlandais, également un des plus grands fabricants mondiaux, a fait alliance avec le japonais Matsushita. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous n'avons pas eu une alliance entre le suédois et le finlandais qui appartiennent à l'Union européenne. Au contraire, ils ont fait des alliances séparées entre un japonais et un européen. Vous allez me dire, c'est un exemple. Je pourrais vous citer des exemples comme ça toute la soirée. Thomson a été racheté par le chinois TCL pour fabriquer des téléviseurs. Il n'a pas fusionné avec l'allemand Siemens. C'est extrêmement important à comprendre, parce que le français Thomson, il a des ingénieurs. Les ingénieurs français qui travaillent chez Thomson sur la télévision haute définition du futur, ils partagent leurs découvertes industrielles, leurs secrets, leurs brevets, leurs recherches avec les ingénieurs chinois de la même société. Et ils ne vont pas aller les partager avec les ingénieurs allemands de Siemens au motif que ce seraient des Allemands. En d'autres termes, les gens qui vous parlent de recherche européenne vous mentent. Puisque ce qui compte, c'est la recherche qui est faite au sein des groupes industriels. Je pourrais prendre bien d'autres exemples. Je ne sais pas si je l'ai montré ici, mais vous savez que Renault a racheté Nissan, le japonais, pendant que Daimler-Benz rachetait Chrysler, l'américain. Et maintenant, vous avez vu que c'est Ford qui se fait racheter par Fiat. En matière de compagnies aériennes, il y a 3 grands oligopoles mondiaux qui se sont constitués. Star Alliance, OneWorld et SkyTeam. Et bien dans chacune de ces groupes, vous trouvez, par exemple pour Star Alliance, vous trouvez la compagnie allemande Lufthansa, polonaise, Lot, autrichienne, austriaque. Et puis vous trouvez la compagnie coréenne Asiana, japonaise Omnipol, Air New Zealand, Air Canada. Pareil pour OneWorld, vous trouvez British Airways, Sydney, Iberia et Manef qui sont des compagnies européennes, avec la compagnie de Hong Kong Cathay Pacific, la Japan Airlines et American et Royal Jordanian. Et dans l'équipe SkyTeam, vous avez Air France KLM, Alitalia et la compagnie tchèque, mais avec Aeroflot, la China Southern, Korean Air, l'American Delta et Aeromexico. Ça veut dire que tous ces sujets industriels, les alliances ne se font pas du tout en fonction du périmètre de l'Union européenne. Au contraire, les entreprises veulent être alliées à des entreprises sur tous les points du globe. À ce propos, profitons-en pour parler d'Airbus. Airbus, c'est avion européen. Vous savez, ça que c'est un avion européen. On le dit aux enfants des écoles. L'Airbus A380, succès silent. Voici les sites de fabrication de Airbus. Ils sont en vert et rouge. Vous en avez ici, vous en avez comme vous voyez en Russie, en Turquie. Vous en avez considérablement aux États-Unis, vous en avez à Singapour, en Australie, au Japon, en Corée. Si l'on entre un peu dans le détail de l'Airbus, ça vaut la peine. La société russe Avisma fournit l'ensemble des métaux de haute technologie nécessaires à l'appareil. Le titane, pour le train d'atterrissage, l'aluminium, les alliages de magnésium et des aciers spéciaux. Sans les Russes, il n'y aurait pas d'Airbus. Aux États-Unis, la société Crane Aerospace fait une partie absolument fondamentale, ce sont les trains d'atterrissage. Pour un avion qui peut porter 800 personnes, c'est de la plus haute technologie mondiale. Ce sont les Américains qui fabriquent les trains d'atterrissage. De la même façon, ce sont les Américains de la société Northrop Grumman, liée au ministère de la Défense, qui fournit toute l'électronique embarquée, tout ce qui permet à l'Airbus de se déplacer dans les airs. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'Airbus A380, quand il est motorisé par des moteurs Pratt & Whitney, la part américaine d'Airbus, c'est 35%. Airbus est d'abord un avion américain. Ce n'est pas tout. Vous avez un grand centre d'études qui a été ouvert dans le Kansas avec plus de 100 ingénieurs américains qui ne travaillent que sur l'Airbus A380. De la même façon, 5 entreprises canadiennes assurent la conception et la fabrication d'éléments essentiels de la structure de l'appareil.